Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pire encore pour les Orientaux, Staline profite de son omniscience en Europe pour en réorganiser les frontières. C'est avant tout la Pologne qui est touchée par ce remodelage, alors que l'ensemble des frontières du pays sont décalées vers l'ouest, s'annexant une partie du territoire allemand, le long de la ligne Oder-Neisse. L'Allemagne perd également un gros morceau de la Poméranie, de la Saxe, du Brandebourg et la totalité de la Silésie. En contrepartie, l'URSS conserve les régions polonaises qu'il occupe depuis 1939, poussant ses frontières jusqu'à la ligne Curzon. Par ailleurs, de tels changements géographiques importants ne sont pas sans conséquences d'un point de vue démographique, vous l'imaginez. Alors que les soviétiques reconstruisent, on va dire un peu à leur guise quand même, la carte européenne, des transferts de population véritablement titanesques sont organisés. Les États-Unis et le Royaume-Uni, de leur côté, ne peuvent que serrer les dents face à tous ces changements et acceptent provisoirement, en tout cas, les annexions soviétiques qui devront être revues à la baisse au moment de la signature du traité de paix. En tout cas, ça, c'est ce qu'ils croient. De toute façon, Truman a autre chose en tête. Maintenant que les combats en Europe sont terminés, l'attention, vous savez, des États-Unis s'est reportée sur la guerre contre le Japon, qui, elle, fait donc toujours rage, comme je vous le disais tout à l'heure. Même si le 16 juillet 1945, les premiers essais de la bombe nucléaire dans le désert du Nouveau-Mexique ont redonné confiance aux Américains, ils s'évertuent encore et toujours à augmenter leur force de frappe. Je vous renvoie à nos émissions sur la bombe atomique, et notamment le projet Manhattan. Ainsi, en donnant suite aux réclamations de Staline, Truman espère recevoir en échange le soutien de l'armée rouge dans le conflit en cours. Et le calcul est bon. Le 9 août 1945, l'URSS entre en guerre contre le Japon, malgré les petites tensions qui vont émerger entre les Soviétiques et les Américains. Et ça prend encore une fois le Japon en tenaille. Évidemment, la conférence de Potsdam sert aussi à renforcer quelques points évoqués précédemment. À Yalta, par exemple, il est décidé que l'Allemagne serait entièrement démilitarisée et qu'une dénazification méticuleuse serait mise en place dans les 4 zones d'occupation. Les Alliés s'entendent aussi sur les modalités du jugement des criminels et discutent du montant nécessaire aux réparations des territoires qui ont été meurtris par la guerre. Dans le cadre de la politique des 4D, pour laquelle j'ai déjà mentionné la démilitarisation, la dénazification et la démocratisation, va s'ajouter la décentralisation de l'industrie allemande. Plus concrètement, il est décidé que les puissants concerns seront éclatés en petites sociétés indépendantes pour mettre fin à leur cartel, déloyal. Du coup, la signature de quelques petits accords maintient de justesse l'union fragile des vainqueurs au sortir de la guerre. Si un but commun, c'est-à-dire la remise sur pied de l'Allemagne, les réunit encore, leur collaboration reste pourtant susceptible de s'écrouler à tout moment, vous le comprenez. Chacun suit ses propres intérêts, déviant inévitablement des objectifs originaux de la conférence de Potsdam. Officiellement, il s'agit toujours d'organiser l'annihilation du nazisme. Officieusement, les vainqueurs ne font que se démener pour ramasser une part très copieuse du butin. Je vais mettre des guillemets sur le butin, mais oui, et dans des émissions futures, vous verrez quel type de butin. Parce que oui, si l'occupation de l'Allemagne nous intéresse donc aujourd'hui dans cette émission, c'est justement parce qu'elle est complexe, elle est multiple et intrinsèquement belliqueuse. Au cœur de l'Europe, ce pays qui se remet à peine du conflit est projeté au milieu d'une guerre d'un autre type qui va diviser son peuple, comme celui du monde entier d'ailleurs, en 2 camps. 2 camps ennemis, 2 camps totalement distincts, et plus ça va aller, et moins 2 camps qui ne se parleront plus, si vous voulez. Les dissensions opposant occidentaux et soviétiques au moment des conférences interalliées de 1945 sont les premiers bourgeons. On va plonger maintenant à l'intérieur de cette fameuse occupation. Maintenant que je vous ai expliqué le pourquoi, on va voir comment ça se passe. On va découvrir tous les rouages qui ont mené à la scission du pays. On est maintenant en 1946. La société allemande ne ressemble évidemment en rien à ce qu'elle était avant la guerre. Les Alliés se sont donc déjà répartis le pays. Les Américains occupent le sud, les Britanniques le nord-ouest, la France le sud-ouest et les Soviétiques tout l'est de l'Allemagne. Des millions de personnes, je dis bien des millions, ont été déplacées suite aux modifications des frontières avec la Pologne, en étant soit intégrées au pays, soit carrément expulsées, alors que d'autres ont fui l'avancée de l'armée rouge dans les premiers mois de 1945.
Et du coup, même en comptant les pertes de la guerre, la population totale de l'Allemagne en 1946 dépasse de 6 millions celle de 1939, la plongeant donc, vous le comprenez, en grande partie dans la misère. Et ouais, il ne faut pas oublier qu'au sortir du conflit, le pays est dans une situation économique critique qui ne permet évidemment pas au territoire d'accueillir convenablement ce surplus de population. À ce stade de la reconstruction d'après-guerre, l'arrivée des nombreux réfugiés au sein des 4 zones d'occupation ne fait qu'empirer les problèmes de ravitaillement, de logement également, qui étaient déjà à bout de souffle en 1945. En plus, les pluies de bombardements alliés que l'Allemagne a essuyées pendant la libération ont complètement renversé la répartition démocratique entre villes et les campagnes. Les citadins qui, face au danger, s'étaient réfugiés dans les zones rurales isolées, commencent à peine en 1946 à regagner les métropoles. Les citadins pressés de retrouver leur maison, mais évidemment tout aussi craintifs de découvrir dans quel état ils vont les retrouver, se heurtent à la problématique du manque de logements criant et de la surpopulation. Le repeuplement des zones rurales est donc, s'il faut le dire, chaotique, si je le dis crûment encore une fois. Sur place, c'est d'ailleurs pas que le paysage urbain qui a changé, mais aussi toutes les petites mains qui s'affairent dans les débris. En fait, en 1946, le peuple allemand dans son ensemble présente un nouveau visage. Les 25-40 ans se font rares, forcément. Ils ont été exterminés, déportés pendant les combats. Pour la même raison, les femmes sont désormais majoritaires, à raison de, tenez-vous bien, 125 femmes pour 100 hommes environ. Alors vous dites, ça va être sympa, ça c'est les hommes qui disent ça. C'est pas si sympa que ça, parce que ceux qui sont encore retenus dans les camps de prisonniers de guerre commencent à peine à en sortir au compte-gouttes. Donc résultat, ce sont les femmes qui s'occupent majoritairement du déblayage des ruines, aidées par les enfants, et les enfants les plus robustes. C'est elles aussi qui continuent de faire tourner l'industrie, tout en gérant les nombreux problèmes du quotidien qu'offre cette période d'après-guerre. Rationnement, misère, logement souvent insalubres, elles sont sur tous les fronts, s'afférant avec courage, bien sûr, à la reconstruction du pays. C'est ça, l'Allemagne, en 1946. Un pays détruit, rongé par la famine, à la démographie remodelée, au quotidien précaire. J'en parle parce qu'on n'en parle jamais de ce sujet, de cette Allemagne occupée. On parle toujours effectivement de la France occupée, etc. On oublie de ce qu'a été cette Allemagne. L'économie nationale, dont les finances sont devenues si fragiles, est maintenant supplantée par un système de troc au travers de marchés noirs, d'échanges de produits de nécessité entre les villes et les campagnes. Imaginez l'Allemagne d'avant-guerre, à l'époque de la grande crise de 29, donc dans l'Allemagne des années 30, du début des années 30, où on disait que c'était la misère, c'est rien comparé à l'Allemagne de 1946. La misère tourmente le territoire, ses habitants, les familles se désintègrent, les criminels pullulent, c'est une horreur absolue. Les églises deviennent un pilier majeur de la société allemande à ce moment-là, jouant pour le peuple le rôle de guides moraux, spirituels et éducatifs. Alors évidemment, la situation n'est pas identique dans chaque zone d'occupation. Cette description catastrophique, évidemment, est à nuancer. On n'aurait pas le temps sur une émission. En zone américaine, par exemple, les problèmes de pénurie sont réfrénés alors que des care packages sont envoyés de la part d'associations de citoyens américains et canadiens. Dans d'autres zones, par exemple, il faudra tout de même attendre 1948 pour que la situation s'améliore grâce à une véritable réforme monétaire. 2 ans. Évidemment, qui dit différentes conditions de vie, dit aussi différents rapports avec l'occupant. Il faut noter que dès 1945, les soldats américains réussissent à obtenir quand même une très bonne image auprès du peuple allemand. Ils sont, après tout, arrivés sur le territoire, les poches remplies de chocolat, de friandises, des denrées qui sont rares en ces temps de guerre. Ils ont partagé tout ça avec la population, ils l'ont fait partout. On reviendra d'ailleurs sur ce sujet avec l'histoire de Coca-Cola, vous verrez. À l'inverse, les soviétiques sont, vraiment à l'inverse, sont globalement détestés, haïs, je crois qu'on peut le dire, par le peuple allemand, quand l'armée rouge continue de faire preuve des pires perversions, vexations, etc. Là, je vous parle quand même de meurtres, de viols massifs. Ils ne se sont pas gênés. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.